de faire partie de ce comité, les mentorats de la relève, ça me tient très à cœur parce que j'ai vu c'est quoi les impacts que le mentorat peut avoir sur moi. Et j'ai vu c'est quoi la puissance de bénéficier de conseils ou de l'expérience de quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience sur le marché du travail que nous. Et ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin que si j'avais fait les pas par moi-même. Bonjour, l'Association des femmes en finance du Québec vous offre une série de vidéos de balados sur 6 parcours professionnels inspirants du monde de la finance. Chaque épisode abordera un sujet spécifique en lien avec votre étape de carrière, que ce soit les meilleures pratiques pour être une bonne gestionnaire, les clés pour devenir un bon leader ou encore comment faire pour atteindre la prochaine étape dans votre carrière. Les différents épisodes de ce podcast seront accessibles à partir du site web de l'AFFQ ou encore sur notre chaîne YouTube et à partir également de toutes les plateformes de diffusion de podcasts. Dans le podcast d'aujourd'hui, on va s'attarder sur comment s'outiller pour bien démarrer sa carrière. J'ai eu le plaisir d'échanger avec 2 jeunes femmes de la relève en finance. Lamia Sanhaji, consultante en transformation financière chez EY. EY est un cabinet d'audit financier et de conseil. Avant d'intégrer EY, donc Lamia a fait des stages à la Caisse de dépôt et placement du Québec et à la Banque nationale. Elle a remporté un prix relève de la Caisse de dépôt au gala Les Talentueuses de l'AFFQ il y a 2 ans. Lamia, c'est ça. Donc, elle est membre du comité Les Mentorés de la relève de l'AFFQ. On aura l'occasion au courant de ce podcast-là d'en parler un peu plus par la suite. Donc, merci Lamia d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à toi dans ce podcast. Donc, j'ai également avec moi aujourd'hui Julia Boivin-Dutil, conseillère mise en œuvre expérience membre et client chez Desjardins. Donc, Julia est à l'emploi chez Desjardins depuis 2014. Elle a fait ses études à l'Université Laval en administration des affaires et en marketing. Elle est cofondatrice de Deuxième Fripe, une friperie équitable qui organise des ventes saisonnières en mode boutique éphémère. Donc, merci Julia d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à toi dans ce podcast. Donc, on peut commencer. Donc, ça va être vraiment un échange entre nous, Julia et Lamia. Donc, tout d'abord, la première question que je vais vous poser pour commencer un peu ce podcast, c'est de savoir comment vous avez trouvé vos postes actuels. Est-ce que c'était du bouche à oreille? Vous avez postulé directement sur le site de l'entreprise, réseautage ou autre? Peut-être... Tu peux commencer, Julia? Oui. Pour ma part, j'ai commencé à travailler chez Desjardins au Cégep, dans un centre d'appel pour les réclamations en assurance de dommages. Donc, ça a vraiment été mon premier emploi dans un bureau, ça a été chez Desjardins. Puis ensuite, avec cette expérience-là, j'ai appris à connaître l'entreprise puis à aimer l'entreprise. Donc, quand il est arrivé le temps de me trouver un stage dans le cadre de mon bac, quelque chose qui était plus spécifique là, à mon domaine, donc au marketing, bien, je voulais rester chez Desjardins. Donc, à ce moment-là, j'ai écrit à quelques personnes que je connaissais chez Desjardins pour savoir si ils cherchaient des stagiaires, puis si ils voulaient peut-être me prendre comme stagiaire. Donc, c'est comme ça là, que quelqu'un a levé la main puis a dit en fait qu'il avait besoin d'une stagiaire pour un été. Donc, ça, c'était lors de mon deuxième été, là, après avoir commencé mon bac. Puis ensuite, je suis restée dans cette équipe-là à temps partiel. Puis j'ai été vraiment chanceuse. Là, quand j'ai terminé mon bac, ils m'ont proposé de rester dans l'équipe pour commencer à temps plein. Fait que c'est un mix de stage et réseau de contact, finalement. Excellent. Et toi, Lamia? Pour ma part, c'est un petit peu comme le cas de Julien, un mix de stage et de réseautage. La consultation, c'était quelque chose par laquelle j'étais intéressée durant ma maîtrise. Du coup, j'avais postulé pour un stage sur le site carrière de EY. J'avais été retenue. Et durant mon stage, j'ai commencé à réseauter avec plusieurs départements de finance au sein d'EY. Donc, je contactais les gens, je me présentais. Voilà, je suis stagiaire dans l'équipe telle, j'ai envie d'apprendre davantage sur qu'est-ce que vous faites, vos pratiques, etc. Et puis, par la suite, j'ai identifié l'équipe où je me retrouvais le plus. L'équipe avec qui je faisais mon stage, c'était vraiment une très belle équipe. J'ai beaucoup aimé et tout, mais je voulais quelque chose d'un petit peu différent. Et du coup, à travers ces réseautages-là que j'avais effectués, j'ai identifié l'équipe
dans laquelle je me retrouvais davantage. Et puis, je suis restée en contact avec cette équipe-là. Puis, à la fin de notre année, il y a comme un recrutement campus que toutes les organisations effectuent auprès des écoles. J'ai postulé, j'ai passé les entrevues, j'ai été retenue. Et puis, voilà. Donc, c'est vraiment un mix stage, réseautage. Excellent. Donc, toi, tu as fait le réseautage quand tu étais en stage pour bien comprendre ton écosystème, là où tu vas travailler peut-être plus tard. Tu as déjà commencé, en fait, le réseautage même avant d'intégrer EY. Intéressant. Toi aussi, d'ailleurs, hein, quand tu étais en stage, tu as commencé à chercher comment tu vas te placer, tout ça, pour un autre stage. Et puis, c'est comme ça que tu as eu ton... Est-ce que vous êtes contente dans vos postes actuels? Très contente, oui. Moi, j'aime beaucoup ça. Je pense que le fait qu'on soit resté jusqu'à maintenant, ça prouve qu'on se plaît. Oui, vraiment, oui. J'aime beaucoup ça comme travail, comme équipe et comme organisation. Là, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. OK. Excellent, parce qu'on a deux profils. Hein. On a une coopérative Desjardins, puis on a un cabinet de consulting qui sont des deux univers différents. Donc, c'est très intéressant. Puis, l'autre aspect de réseauter pendant son stage, c'est non seulement de découvrir c'est quoi nos intérêts, mais c'est aussi de voir si c'est vraiment la culture dans laquelle on va s'épanouir et les gens avec qui on va bien s'entendre, etc. Donc, c'est très important d'identifier ça plus tôt dans sa carrière plutôt qu'après avoir trouvé un poste permanent. Excellent. Est-ce qu'il y avait des craintes au début quand vous avez commencé votre poste, les premières semaines, premiers mois, ou peut-être jusqu'à maintenant, hein? Je dirais que c'est plus essayer de se faire sa place. Essayer de se retrouver. Et puis, le monde du travail est très différent de la conception que l'on a quand on est encore à l'école. À l'école, on nous parle souvent de qu'est-ce qui va arriver après l'école. Il y a beaucoup d'entreprises qui viennent à l'école pour se présenter, qui nous parlent un petit peu de leur culture, de leur réalité. Mais ce n'est pas la même chose lorsqu'on le vit. Lorsqu'on le vit, c'est une autre histoire. Et donc là, il faut faire une certaine adaptation, il faut découvrir son milieu. Il faut apprendre énormément, il faut essayer de résoudre avec les gens pour augmenter sa visibilité, pour augmenter son impact aussi. Parce que le but, souvent on se dit que je veux trouver tel poste parce que je veux avoir tel impact. Et donc, il faut essayer d'avoir cet équilibre-là en début de carrière, ce qui est un petit peu difficile. Mais c'est sûr, avec le temps, on y arrive. Oui. Et puis, avec le support de nos équipes, de nos organisations, on finit toujours par y arriver. Excellent. Toi, Julia? Mais ça ressemble un petit peu à ce que tu disais, Lamia, parce que tu parlais de faire sa place dans l'organisation. Moi, c'était faire ma place, mais je pense plus dans des réunions spécifiques. Au début, j'avais peur de donner mon opinion ou de poser mes questions, puis d'avoir l'air de pas vraiment comprendre où j'étais. Puis c'est avec le temps que je me suis rendu compte que, dans le fond, c'est en posant nos questions qu'on apprend à faire notre travail, qu'on en apprend sur l'organisation, puis que tout le monde autour veut que tu réussisses aussi. C'est dans leur intérêt aussi que tu réussisses puis que tu puisses contribuer à l'équipe. Fait qu'une fois que j'ai compris ça, ça m'a comme un peu enlevé ce poids-là là, de pouvoir poser mes questions. Puis c'est normal, en commençant d'avoir des questions à poser. Puis je pense que tout le monde est passé par là d'avoir ces questions-là. Fait que moi, c'était un peu plus ça, là, de me faire ma place dans une rencontre. Puis je dis pas que je suis passée complètement par-dessus cette crainte-là encore, mais je pense qu'au début, c'est quelque chose qui est encore plus présent, là. Oui, excellent. Ça me rappelle vraiment mes débuts de carrière aussi, ce que tu dis. Je trouve ça très intéressant. Donc, on a parlé de réseautage. Je trouve ça intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez mis en place pour vous aider, par exemple, à prendre sa place, suivre des formations, des lectures, avoir un mentor? Est-ce que vous avez mis en place d'autres plans, d'autres actions pour vous aider dans vos débuts? Oui, pour ma part, je pense que c'est vraiment d'accepter toutes les opportunités qui s'offrent à moi, que ce soit d'aller écouter des conférences, que ce soit d'aller écouter un panel de femmes inspirantes, par exemple, de faire des formations, vraiment d'accepter toutes les opportunités qui venaient vers moi pour me permettre de connaître plus de personnes, de mieux comprendre l'organisation, mieux comprendre mon travail. Tu parlais de réseau de contact. Pour moi, c'était aussi d'aller poser des questions à différentes personnes pour aller comprendre ce qu'ils faisaient dans l'organisation puis me donner une meilleure compréhension là, de l'organisation. Fait que je pense que ce que je retiens un peu là, de cette phase-là, c'était vraiment ça. Puis j'essaie encore de l'appliquer, d'accepter en fait toutes les opportunités qui nous permettent d'aller apprendre davantage là, puis
après ça, de se sentir plus solide comme professionnel dans notre emploi. C'est un très bon point, Julien. Puis c'est quelque chose que je vais retenir aussi, que j'apprends de toi au fur et à mesure. Et non, effectivement. Mais je pourrais donner comme 2 parties de réponse. Lorsqu'on est à l'école versus lorsqu'on est sur le marché de travail. Moi, la chose qui m'a aidée le plus à l'école, c'est vraiment de s'impliquer. Donc, que ce soit dans des associations, dans des compétitions, dans des activités de bénévoles à l'extérieur de l'école. Des fois, tu te fais approcher, puis ça rejoint un petit peu le point de Julia, d'être toujours ouvert aux opportunités. Je me fais approcher pour participer à des compétitions. Je lui dis jamais non, même si j'ai beaucoup d'examens, même si c'est rochant, même si j'ai beaucoup de choses à faire. Je lui dis que je serai capable et puis tu vas toujours en ressortir grandi de ce genre d'expérience. Donc, ça te permet d'élargir ton réseau, de connaître plus de monde que les gens que tu connais, avec qui tu fais des cours et tout. Puis, une fois sur le marché de travail, la chose qui m'a aidée le plus, c'est vraiment toujours le réseautage. Des fois, on est dans notre équipe, on est dans notre zone de confort et puis on se sent bien avec les gens qu'on connaît et tout. Mais je suggère fortement à la jeune relève d'aller vers les autres. C'est de ne pas avoir cette crainte d'aller contacter les gens puis se présenter et dire que je vais apprendre davantage sur ton background, sur ta pratique. Tu as fait telle chose, je t'ai vu dans tel panel. Je veux savoir comment tu as fait pour être sur ce panel-là, puis être inspiré de ces gens-là. Les gens, ils sont souvent ouverts, surtout pour les jeunes qui viennent de commencer sur le marché du travail. Moi, je n'ai jamais été rejetée pour ce genre de demande-là. Puis si jamais la personne n'a pas de temps, elle va dire non, puis tu vas passer à une autre personne. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, voilà, on apprend toujours des gens qui ont plus d'expérience que nous. Et puis... Exact. Il faut oser y aller aussi, hein, parce que pas tout le monde, toutes les femmes, c'est ça ce qu'il faut en fait. D'ailleurs, dans les conseils qu'on leur donne aujourd'hui, c'est vraiment oser aller vers les autres, ne pas avoir peur et aller vers les femmes inspirantes. Même si on se dit parfois on est en début de carrière, ah non j'ai peur, peut-être que elle va me rejeter ou non. Mais c'est un avantage d'être en début de carrière. Oui, c'est une opportunité. Exactement. À laquelle il faut être ouvert. C'est une opportunité à saisir. Là, je sais que vous faites partie de l'AFFQ. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment votre participation à l'AFFQ a contribué en fait à vous aider dans ce début de carrière? Pour ma part, c'est l'implication au sein du comité Les Mentorés de la Relève. Ça m'a permis de connaître de nouvelles personnes, dont Julien. Et puis, pour ma part, ça a toujours été mon objectif d'avoir un impact sur les gens autour de moi, qu'ils soient grands ou petits, de pouvoir inspirer ou impacter surtout les jeunes femmes en finance, étant donné que je m'identifie davantage à ce groupe-ci. Et puis, au sein de ce programme-là ou de ce comité, on essaie d'offrir un programme de mentorat pour la jeune relève qui sont sur le marché de travail, qui ont une expérience entre 0 et 5 ans et qui veulent bénéficier d'un mentor ou d'une expérience, que ce soit des conseils, que ce soit une réorientation, que ce soit un support pour un début de carrière. Donc, c'est ça que le programme essaie d'atteindre à travers... Excellent. Donc là, tu as participé, tu fais partie du programme. Donc, est-ce que tu as eu quelqu'un qui t'a mentoré, j'imagine, dans le programme? En fait, je fais partie du comité qui supporte, qui lance ce programme-là. Et oui, pour répondre à l'autre partie de ta question, j'ai été mentorée. Et puis ça aussi, ça répond à ta question précédente sur qu'est-ce qui m'a aidée pour faire un bon début de carrière. C'est le fait que j'ai bénéficié de plusieurs mentors plus tôt dans mon parcours, notamment quand j'étais à l'école. Et honnêtement, j'ai trouvé cette expérience-là très, très enrichissante. J'ai eu une mentor en particulier, Angela D'Angelo, qui m'a mentorée pendant presque 2 ans et je suis toujours en contact avec elle. C'est les conseils que les personnes peuvent bénéficier d'un mentor sont surtout très tôt en carrière, sont priceless. Et donc, voilà. Si on peut avoir cette opportunité-là, et c'est un conseil que je donnerais à la jeune relève, s'il y a cette possibilité d'avoir un mentor, même si des fois on ne sent pas qu'on a ce besoin-là d'être mentor et on dit non, je sais qu'est-ce que je veux dans la vie, je sais c'est quoi mes objectifs, je suis setée pour le reste de ma carrière.
Il y a toujours une valeur ajoutée qu'un mentor ou une mentor pourrait rajouter. Oui, je confirme. Effectivement, moi aussi, j'ai eu la chance dans ma carrière d'avoir des mentors. Et jusqu'à maintenant, d'ailleurs, j'ai des mentors. Je continue à en avoir. Et toi, Julia, est-ce que tu as eu un mentor également dans ta carrière, dans ton début de carrière? J'en ai une, en fait, présentement, qui est une ancienne collègue qui agit un peu comme coach dans mes différents dossiers, dans mes différents projets, depuis qu'on avait commencé là, à travailler ensemble. Donc, quand elle est partie de l'équipe, on a décidé de garder ce lien-là. Donc, c'est comme entre une mentor et une coach, mais ça m'aide beaucoup, tu sais, quand je me pose des questions sur certains projets ou des questions que je me pose sur mes objectifs ou mon cheminement de carrière ou des choses comme ça, ça m'aide beaucoup, tu sais, d'avoir cette personne-là à qui je peux me référer, qui n'est pas impliquée nécessairement directement dans le projet, mais qui comprend l'organisation puis qui comprend les questions que je me pose puis qui s'est souvent déjà posé ces questions-là aussi. Fait que je trouve que c'est vraiment, c'est très, très aidant. Comme tu disais aussi, Lamia, là, dans le programme des mentorés de la relève, je pense que le fait de cibler les 0-5 ans, les femmes, en fait, qui ont de 0 à 5 ans d'expérience, c'est un bon moment pour aller chercher une mentor qui peut vraiment t'aider à comprendre tes forces, à mettre de l'avant tes talents, puis à développer tes talents, puis de venir te fixer des objectifs qui sont ambitieux. Donc, je pense que c'est vraiment important là, en début de carrière de s'offrir, si on veut, cet accompagnement-là, puis de prendre le temps avec quelqu'un là, pour de donner le temps de se développer finalement. Tout à fait. Puis, l'autre raison pour laquelle on a décidé de partir ce comité-là et ce programme, c'est parce qu'on a vu qu'il y a une demande. Présentement, il y a le programme de mentor au sein de la FFQ qui est ciblé, qui vise les femmes qui ont une expérience de 5 ans et plus. L'association a remarqué qu'il y a quand même un besoin montant pour les gens qui sont en début de carrière et c'est pour moi j'en fais partie parce que j'avais postulé pour ce programme-là mais j'avais pas plus que 5 ans d'expérience et donc il y a un besoin de mentorat pour la jeune relève. Oui, effectivement, on confirme. Donc le conseil aussi qu'on peut donner aux jeunes femmes relève aujourd'hui, c'est de s'inscrire au programme, les mentorés de la FFQ on dépose une candidature et puis par la suite, on suit en fait un processus de candidature, de choix de candidat pour le programme. Oui, très intéressant. Donc, ça sera notre deuxième parce qu'on a déjà donné un conseil tout à l'heure. On fera une liste à la fin. On va faire une petite liste par la fin. Donc là, si je reviens sur ce que vous venez de partager, le mentorat peut être fait de façon officielle à travers un programme. Il peut être aussi fait de façon informelle un peu, comme le coaching que tu as eu. Donc, il faut juste oser aller vers la personne et puis identifier la personne et puis commencer à le faire de façon informelle si on n'arrive pas à le faire de façon formelle dans le cadre d'un programme. Oui, exact. Effectivement. Donc là, on va parler d'un autre sujet qui est le branding personnel et votre image au niveau des médias sociaux. En général, toutes les femmes qui commencent leur carrière, que ce soit entre 0 et 5 ans ou plus, ils travaillent ce positionnement, on va l'appeler comme ça, on va utiliser le terme marketing, un positionnement au niveau des médias sociaux pour se faire connaître ses compétences, son expérience, ses implications. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça déjà? Et puis après ça, si vous pouvez nous expliquer, est-ce que vous travaillez votre branding personnel ou non? Ou est-ce que vous réfléchissez à ça? J'aimerais vraiment pouvoir répondre que oui. Je travaille beaucoup sur mon branding personnel sur LinkedIn, par exemple. Mais c'est pas quelque chose que j'ai fait encore. Mon premier pas, en fait, c'est fait très, très récemment parce que j'ai suivi la formation de branding personnel de la FFQ. Donc, j'ai les conseils en tête dans ma boîte à outils. Je sais, en fait, qu'est-ce que je pourrais faire là, de plus sur LinkedIn, mais c'est pas vraiment quelque chose que j'ai fait encore. Je dirais que mon profil LinkedIn est assez de base. On voit, tu sais, quand même ce que j'ai fait, mais je pense que ça peut vraiment avoir une belle valeur, tu sais, je m'en sers un peu plus présentement comme vitrine, là, si on veut. Donc, je vais lire des articles, je vais voir ce que les autres personnes écrivent, les expériences qu'ils ont vécues, des choses comme ça. Fait que pour ça, je trouve ça très intéressant parce que ça m'apprend beaucoup de choses. Mais je me suis pas encore rendue là, à aller créer du contenu par moi-même, là, vraiment sur LinkedIn. Mais
je pense que c'est quelque chose là, que je vais faire. D'ailleurs, tu me le rappelles justement en posant cette question-là. Mais je ne sais pas, toi, Lamia, si tu as commencé plus à t'impliquer. Il faudrait que je m'inspire de toi et prendre la formation personnelle de la FFQ. Non, je suis un peu dans la même situation que toi. C'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse. Et avant de commencer à la faire, il faudrait que j'apprenne à la faire. Parce que c'est pas quelque chose qu'on nous en passe nécessairement jusqu'à temps qu'on arrive sur le marché du travail puis on nous dit comment est-ce que vous vous présentez, mis à part parler de nous, notre background, où est-ce qu'on vient, etc. Il y a cette question sur l'image personnelle puis après on commence à penser mais c'est quoi au juste, ça consiste sur quoi. Donc je trouve que pour ma part il faudrait que j'apprenne d'abord à travers cette formation ou autre sur c'est quoi le branding personnel, comment le faire et puis comment s'y prendre en fait. Et puis par la suite, je vais commencer à travailler dessus un peu comme Julia. Je recommande vraiment vivement cette formation. Moi-même, je l'ai suivie. Je l'ai trouvée vraiment super intéressante. Et puis, de ce que je vois, on est en mode observation pour l'instant, mais pas vraiment action de votre côté. Exactement. Ça va arriver, ne vous en faites pas. Oui, c'est ça. Une chose à la fois. Une chose à la fois, effectivement, une chose à la fois. Là, on a parlé au début des craintes que vous pouvez avoir. On a parlé aussi de oser. Je trouve ça super intéressant ce que tu as dit, le oser pour aller vers d'autres femmes inspirantes. On a parlé de mentorat, on a parlé du branding, du réseautage également. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'une jeune relève qui commence sa carrière doit aussi considérer au début de sa carrière? Ou est-ce qu'il y a d'autres actions aussi à mettre en place au début de carrière? Est-ce que vous pensez à quelque chose d'autre pour les jeunes relèves qui nous écoutent aujourd'hui? Je rajouterais peut-être le point d'implication extracurriculaire. On mentionne souvent ça à l'école, mais on manque de le mentionner même après, une fois sur le marché du travail. Pour moi, c'est un point important de pouvoir quand même avoir du temps pour s'impliquer en dehors du travail, parce que j'aime avoir plusieurs choses en même temps. Oui. J'aime quand, oui, j'ai mon travail et tout, mais j'ai aussi d'autres préoccupations, que ce soit des associations, des activités bénévoles et tout. C'est pour cela que j'ai décidé de faire partie du comité de la FFQ pour le programme de mentorat de la relève, parce que ça augmente ta visibilité, puis ça te permet de connaître de nouvelles personnes qui ne sont pas nécessairement dans ton organisation, dans ton équipe ou même dans ton industrie. C'est sûr que la FFQ, c'est dédié plus pour les femmes en finance, mais on croise aussi des femmes de d'autres industries, des personnes qu'on ne va pas nécessairement rencontrer dans le cadre de notre travail. Donc, voilà, il faut pas hésiter, comme a mentionné Julien au début, il ne faut pas hésiter à rester ouvert aux opportunités. Si on trouve qu'il y a une possibilité de s'impliquer, que ça soit même dans des comités à l'interne de notre entreprise, il ne faut pas hésiter de le faire. Oui, notre travail est prenant et tout, mais je suis certaine qu'on peut toujours trouver le temps pour donner notre énergie et puis notre effort ailleurs. Oui. Excellent. Donc, s'impliquer pour aussi agrandir son réseau par la suite à travers l'implication. Et toi, Julia, tu as d'autres idées, d'autres conseils? Bien, je pense que, comme tu disais, Lamia, on en entend beaucoup parler à l'université là, de s'impliquer, mais je pense que c'est important de justement le faire. Je pense que tu avais le bon terme, activité. Extracurriculaire. Oui, c'est ça. Donc, de s'impliquer en dehors de notre poste, ça nous permet d'aller rencontrer d'autres personnes qu'on n'aurait pas nécessairement rencontrées, mais de les rencontrer aussi dans un format qui est un petit peu plus informel, tu sais, de mieux les connaître. Puis ensuite, c'est plus facile peut-être d'aller les chercher dans des projets, de plus facilement collaborer avec eux. Mais c'est certain que moi, ce que je retiens beaucoup, c'est d'oser aller poser des questions à des personnes qu'on croise dans différents projets, d'oser retourner vers ces personnes-là pour comprendre leur cheminement, comprendre leur poste, en fait, puis vraiment ce qu'elles font dans l'organisation. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Puis c'est le fun, tu sais, de parler avec les gens puis comprendre c'est quoi leur cheminement, puis comprendre c'est quoi leur poste, leurs responsabilités, comment ils sont arrivés là, c'est quoi leurs objectifs, tout ça. Fait que moi, c'est vraiment mes 2 points là, que je retiens, de s'impliquer en dehors de nos équipes dans n'importe quel, tu sais, que ce soit à l'interne dans l'entreprise ou dans une association comme on le fait, ou vraiment là, d'aller poser des questions à différentes personnes pour élargir nos horizons un peu puis en apprendre là, sur leur parcours.
Puis si je peux me permettre de rajouter un dernier point, c'est d'aller aux activités de réseautage, aux événements de charité, etc. Il y a énormément d'activités qui sont organisées à Montréal, qui ne sont pas nécessairement organisées par la firme dans laquelle on est, peu importe laquelle, mais qui sont plus organisées pour toutes les firmes. Et il ne faut pas hésiter d'aller participer à ces événements-là, même si on connaît personne qui va aller. Il ne faut pas hésiter d'aller tout seul. Ça nous fait sortir de notre zone de confort comme pas possible parce qu'on connaît personne. On se lance dans une eau froide. Et puis, mais c'est sûr qu'une fois on est là-bas, c'est vraiment, il faut briser la classe, il faut aller parler avec des gens. Puis, on peut même croiser des gens qui sont aussi là tout seuls, qui sont juste venus pour rencontrer de nouvelles personnes. C'est tout. Oui. Effectivement. Est-ce que tu as une stratégie derrière? Est-ce que vous avez une stratégie derrière de réseautage, genre, je vais dans un événement, je me prépare à l'avance, qui va être présent? Je parlais avec cette femme parce qu'elle m'inspire plus qu'une autre. Est-ce qu'il y a comme une stratégie derrière ou vous y allez comme ça et puis on commence à réseauter? C'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Je pense que ça dépend des fois. Tu sais, des fois, tu vas aller à un événement de réseautage, puis il y a une personne que tu as déjà vue, par exemple, dans une conférence, sur un panel, quelque chose comme ça, puis tu dis, cette personne-là, j'aimerais tellement pouvoir parler davantage avec elle, puis lui poser certaines questions. Fait que je pense qu'à ce moment-là, oui, tu sais, des fois, c'est juste aussi de te donner cette dose de courage-là, de dire, je m'en vais vers cette personne-là, puis je vais aller lui poser mes questions, puis tout ça. Alors que d'autres fois, c'est juste d'aller parler à différentes personnes, puis voir un peu qui est dans ce genre d'événement-là, puis des choses comme ça. Mais je pense que pour moi, c'est vraiment quand il y a une personne là, à qui je veux aller parler, que là, je vais plus me préparer, puis quel genre de questions je veux poser, quelle information je veux aller chercher. Fait que ça dépend, je pense, de l'événement. Pour toi, Lamia? Oui, un peu la même chose. Je te mentirais si je te dirais que j'avais une stratégie toujours en place avant. Mais souvent, des fois, dans certains événements, on reçoit la liste, que ce soit des panélistes ou des personnes qui vont être présentes. Donc, on pourrait peut-être chercher les backgrounds des personnes qui nous intéresseraient ou les profils ou les postes ou les compagnies des personnes qui nous intéresseraient. Et puis, une fois dans l'événement, on ne doit pas hésiter d'aller vers cette personne-là et puis on se présente et puis on se parle. Puis des fois, même sans cibler ces personnes-là, on peut arriver à l'événement, avoir une discussion avec quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas, puis ça finit par être la plus belle discussion qu'on a eue, où on ressort avec quelque chose de très inspirant et très puissant. Donc, les deux stratégies fonctionnent dépendamment du type de l'événement et des types de personnes qui assistent. Excellent. Je pose cette question parce que c'est pas toujours évident, je crois, de trouver un équilibre entre le travail et toutes les activités qui peuvent nous intéresser. C'est pour ça que je me demandais, est-ce que vous ciblez certaines activités plus que d'autres? Ou parce que sinon, on peut se retrouver avec, je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, la question ici, je crois qui va intéresser les jeunes relèves, c'est comment trouver cet équilibre entre le travail, grandir dans ma carrière et puis avancer et m'impliquer. Je sais que Juliette, tu es impliquée dans pas mal... en plus de la FFQ, tu es entrepreneuse, on peut dire ça comme ça. Ce serait intéressant que tu nous parles un peu de Deuxième Fripe, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, ben, je pense que mon équilibre vient de là aussi un petit peu, de pouvoir mixer les deux parce que c'est ça, Deuxième Fripe, c'est une friperie que j'ai débuté là, avec une amie il y a maintenant 4 ans. Puis on fait des boutiques éphémères à chaque saison. Le but étant de redonner une deuxième vie aux vêtements qui sont plus portés. Donc, on redonne une partie des vêtements à la communauté, donc les vêtements qui sont pas achetés. Puis en même temps, on essaie de réduire les déchets là, qui sont produits par l'industrie des vêtements. Fait que pour moi, d'avoir Deuxième Fripe d'un côté et mon emploi de l'autre, c'est sûr que Deuxième Fripe me prend quand même moins de temps que mon travail, mais ça me permet cet équilibre-là parce que je viens faire autre chose, apprendre autre chose avec Deuxième Fripe. C'est pas du tout la même façon d'utiliser mon cerveau. Là, si on veut, j'apprends des choses complètement différentes puis j'essaye plein de choses que je fais pas nécessairement dans mon travail. Donc, ça m'aide à avoir l'équilibre entre les deux puis d'utiliser, on dirait, une autre partie de mon cerveau, tu sais. Hémisphère droit, hémisphère gauche. Oui, c'est ça. Exact. Fait que, ça me permet d'avoir cet équilibre-là. Mais sinon, je pense que dans des périodes qui sont plus occupées au travail, ben c'est
je pense juste de se lancer, de se lancer dans tout ça. Puis comme tu disais, Lamia, tantôt, c'est le fun aussi d'avoir beaucoup d'activités puis d'avoir plein de choses en même temps. Puis ça, moi aussi, c'est quelque chose qui me motive beaucoup. Donc, on dirait que des grosses périodes comme ça vient me donner beaucoup de motivation. Puis en même temps, dans quand on a des périodes peut-être plus occupées, après ça, quand ça redescend, c'est plus le temps d'aller prendre le temps d'écouter. Pour moi, en tout cas, là, c'est d'écouter, mettons, des conférences que j'ai pas eu le temps d'écouter, rattraper un peu ces choses-là qui me permettent un peu de sentir l'équilibre là, que j'ai, en fait, dans mon travail. Moi, de mon côté, je risque de donner une réponse assez classique, c'est de s'organiser puis rester organisé. Je pense j'ai appris cet équilibre plus quand j'étais à l'école, quand j'avais mes cours, des compétitions, des associations, des activités bénévoles, tout qui se passait en même temps. J'aimais ça parce que ça me gardait motivée dans chacune des activités que je faisais à l'école également, versus que si j'avais seulement à assister aux cours et à préparer aux examens. Donc, c'est vraiment de s'organiser puis d'avoir peut-être une agenda ou un calendrier dans lequel on peut inscrire quand est-ce qu'on va faire telle activité. Puis j'ai gardé cet équilibre-là même après l'école, durant mon travail. Maintenant, c'est comme a dit Julia, quand il y a des périodes plus occupées au travail, c'est sûr que ta priorité, c'est le travail et puis c'est ce que tu as à livrer. Mais après, il faut toujours organiser son calendrier pour dire que cette période-là, je vais la dédier pour telle activité, pour telle association. Puis garder les gens informés autour de toi également. Faut garder une certaine communication que voilà, j'ai telle chose à faire. Puis les gens autour de toi, ils vont certainement comprendre tous les engagements que tu peux avoir. Et puis voilà. Pour moi, c'est vraiment l'organisation. Et puis, je suis d'accord avec toi, ça nous garde motivés pour toutes les activités qu'on fait. Et puis, c'est aussi stimulant. Oui, puis c'est une forme d'épanouissement. Exactement. On est épanoui au travail, on est épanoui à l'extérieur du travail. Dans plusieurs sphères de notre vie. Puis je pense que ça nous apprend, toutes ces expériences-là nous apprennent des choses différentes qui nous permettent après ça d'être plus complètes dans notre travail, de sentir peut-être plus solide aussi dans notre travail. Là. Fait que, Par contre, il ne faut pas oublier de booker du temps pour soi-même également. C'est bien d'être impliqué partout, d'avoir un travail et tout, mais il faut pas s'oublier. Il faut également booker, même dans son calendrier, dire que ce moment-là, ça va être pour moi, pour aller faire un jogging ou un yoga ou une séance de workout ou peu importe ce qui nous fait du bien. Juste rester calme et faire une lecture zen, ça peut être très bénéfique. Donc, c'est très important de prendre soin de soi-même également. Effectivement, le with me, le meeting with me. Exactement, c'est ça. Le me time, effectivement. Là, le me time, c'est très important. Ce qui ressort de certaines études dernièrement, c'est que, puis vous allez me le confirmer, ce que je vais dire de ce qui ressort en fait de certains rapports, c'est que les jeunes attachent beaucoup plus d'importance aux valeurs de l'organisation où ils travaillent. Dans le choix de l'organisation, il apporte vraiment, cette dimension est très importante pour eux. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous, dans votre choix, c'est quelque chose que vous avez considéré ou non? Peut-être pas au début, après? Est-ce que vous en pensez Oui, je pense que, en tout cas, pour ma part, ça a vraiment fait partie là, de ma décision. Comme je disais tantôt, j'ai commencé à travailler quand même assez jeune chez Desjardins, fait que ça m'a beaucoup appris rapidement sur les valeurs de l'entreprise. Puis c'est vraiment des valeurs qui étaient importantes pour moi puis qui collaient, si on veut, avec les miennes. Fait que c'est sûr que c'est important parce que je me verrais mal passer autant de temps, c'est beaucoup de temps quand même dans notre semaine, puis travailler autant de temps pour quelque chose qui colle pas vraiment avec mes valeurs ou que t'es pas aligné avec les valeurs de l'entreprise. Je pense que c'est plus difficile de se motiver ou de s'épanouir dans un emploi si tu fites moins avec les valeurs de l'entreprise. Fait que moi, je pense qu'on confirme peut-être là, la donnée, en fait, là, l'information que tu avais de cette étude-là, parce que autant pour mon emploi que mes implications en dehors du travail, que ce soit avec Deuxième Fripp pour les valeurs comme communautaire, d'environnement, tout ça, ou avec la FFQ dans le comité dans lequel on fait partie, qu'on accorde beaucoup d'importance aux femmes de la relève, pour moi, c'est quelque chose qui est très, très important de donner ces outils-là qu'on veut avoir nous aussi, puis soit qu'on aurait voulu avoir il y a quelques années ou qu'on veut avoir pour les prochaines années. Je trouve que c'est super, super motivant. Non, je suis tout à fait d'accord.
Je pense qu'on confirme toutes les deux l'étude que tu viens de nous mentionner. Et puis, quand j'ai mentionné plutôt que quand je faisais mon stage, j'avais parlé avec plusieurs personnes au sein d'EY pour essayer de déterminer où est le département qui m'intéressait le plus. Mais j'ai aussi parlé que ça m'a permis de connaître la culture également et de voir est-ce qu'effectivement, ça serait une culture dans laquelle je vais fitter ou je vais coller, donc qui, dans les valeurs, ils peuvent s'identifier avec les miennes. Donc, c'est un exercice que je trouve très intéressant et très important à faire en début de carrière parce que c'est bénéfique à la fois pour nous et à la fois pour l'équipe dans laquelle on va être. Parce que si on ne fit pas, ça ne va pas être une bonne expérience pour nous. Et on va se dire que, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé et tout, mais c'est juste que nos valeurs ne fit pas tout simplement. Et donc, il faut donner de l'importance à ce genre d'exercice-là et puis d'essayer d'identifier dans quelle sphère, dans quelle zone on va fitter le meilleur. Et ça va de soi pour les implications également qu'on effectue dans les associations. Pour moi, le fait de faire partie de ce comité, les mentorats de la relève, ça me tient très à cœur parce que j'ai vu c'est quoi les impacts que le mentorat peut avoir sur moi. Et j'ai vu c'est quoi la puissance de bénéficier de conseils ou de l'expérience de quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience sur le marché de travail que nous. Et ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin que si j'avais fait les pas par moi-même. Et donc, je veux faire bénéficier la jeune relève de ce genre d'expérience-là. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire partie de ce comité-là. Et non seulement, je trouve que le fait de trouver un endroit qui fit avec nos valeurs, ça nous permet aussi d'être motivés de faire le travail, de s'impliquer, de s'investir encore davantage parce que c'est quelque chose dans laquelle on s'identifie à 100%. Oui. Excellent, excellent. Bon, c'est comme on a donné, puis là, vous redonnez. On vous a donné, redonnez. Oui, c'est ça, exact. Puis tu sais, quand tu parlais du comité Les Mentorés de la relève, pour moi, on dirait que la preuve que ça fitait vraiment avec mes valeurs, c'est quand est arrivé le moment de lancer le programme, j'avais tellement hâte d'en parler à mes collègues, à mes amis, tu sais, qui sont en finance ou qui travaillent dans des institutions financières, puis que je voyais vraiment la valeur que ça pouvait amener. Fait qu'on dirait que c'est venu confirmer que j'étais à la bonne place dans ce comité-là, dans cette association-là, quand j'avais vraiment hâte d'aller en parler. Puis je pense que la journée qu'on pouvait en parler, j'écrivais à plein de monde. As-tu entendu parler? J'avais comme vraiment hâte d'en parler. Puis comme tu disais, de pouvoir faire bénéficier de ce programme-là là, à différentes personnes. Ça contribue à notre épanouissement. Ah, oui, voilà, on adore ça, l'épanouissement et le bonheur, on aime ça. Donc, moi, j'aime beaucoup cette discussion avec vous aujourd'hui. Je sens une belle énergie, des femmes motivées, engagées, inspirantes et vous allez être inspirantes pour pas mal de femmes de jeunes relèves, certainement, curieuses d'apprendre. C'est ça ce que je vois. Vous êtes vraiment curieuse d'apprendre et encore apprendre, redonner. C'est quoi les prochains steps pour vous, là, les prochaines étapes là? Comment vous voyez la suite? Bonne question. C'est pas une question facile. Bonne question. Mais pour moi, dans la dernière année, quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'était de définir mes objectifs justement pour les prochaines étapes. C'était pas quelque chose qui était facile pour moi, tu sais, de faire ça. C'est pour ça que je disais que d'aller parler avec différentes personnes pour comprendre un peu là, leur poste, puis l'organisation, puis des choses comme ça m'aidait beaucoup. Donc, dans la dernière année, ça a été de définir mes objectifs le plus possible. Là. C'est certain que ça peut quand même bouger, mais d'essayer de définir un petit peu plus vers où je voulais m'en aller. Fait que je pense que pour moi, la prochaine étape, c'est beaucoup de mettre sur pied, en fait, un plan pour atteindre ces objectifs-là, puis me donner les moyens d'atteindre les objectifs, que ce soit à travers des projets dans mon travail ou des activités en dehors de mon travail qui me permettent comme de me sentir plus solide, si on veut, puis de participer à différentes conférences. Ben, pas participer, mais d'aller écouter, en fait, différentes conférences ou participer. Oui, pourquoi pas? On va se laisser les portes ouvertes. Mais plutôt, tu sais, participer à des ateliers de travail ou des choses comme ça pour me donner les moyens, en fait, d'atteindre là, les objectifs que je me suis fixés. Excellent. Est-ce que ton plan, quand tu voulais fixer les objectifs, est-ce que tu as fait ça avec ta coach? Ouais. Est-ce qu'elle t'a aidé pour les fixer? Oui, c'est certain. C'était autant avec elle qu'avec ma gestionnaire, en fait, direct là, chez Desjardins, qui m'ont beaucoup aidé les deux à me poser les bonnes questions pour savoir c'était quoi les objectifs que je voulais atteindre. Parce que
comme je disais, pour moi, c'était pas super clair. J'avais de la misère, on dirait, à me fixer sur quelque chose. Fait que de pouvoir parler avec les deux, puis aller poser des questions à différentes personnes aussi qui étaient dans des équipes proches, mettons, de moi là, au travail, ça m'a vraiment aidé. Là, mais c'est certain que d'avoir une coach mentor, si on veut, je sais pas vraiment comment l'appeler, ben, ça m'a beaucoup aidé là, de savoir un peu, elle, quel genre d'objectifs elle s'était donné, comment elle avait été capable aussi de se fixer des objectifs puis de les atteindre. Là, ça m'a beaucoup aidé. Excellent. Toi, Lamia? Moi, je suis un peu l'opposé de Julia. Ah ouais? Lorsqu'il s'agit de se fixer des plans, de les respecter avec des objectifs et tout, moi, j'ai tendance à suivre davantage mon intuition. D'avoir, bien sûr, c'est très important d'avoir des objectifs et un plan dans son parcours, que ce soit dans sa carrière ou autre. Je tends de les fixer, de savoir où est-ce que je veux me diriger dans les 3, 5, 10 prochaines années, mais de suivre mon intuition lorsqu'il s'agit d'exécuter c'est quoi le plan à faire pour atteindre cet objectif. C'est comme ça que j'ai opéré durant mon parcours avant d'arriver ici. Ça a fonctionné, je tends à suivre la même approche dans le futur. C'est de savoir qu'est-ce qu'on veut. Où est-ce qu'on veut se diriger, où est-ce qu'on veut se retrouver plus tard. C'est souvent une question qu'on nous pose en entrevue, mais c'est aussi important de se faire l'exercice avec nous-mêmes. Où est-ce qu'on veut se retrouver à court terme ou à long terme. C'est important d'avoir cette idée-là en tête et puis de suivre son intuition lorsqu'on voit les opportunités arriver vers nous ou bien les opportunités que nous, on se crée pour aller atteindre ces objectifs-là. Je trouve que pour moi, c'est mieux de suivre ses intuitions, tout en appliquant tous les moyens que nous avons mentionnés tout à l'heure, que ce soit le réseautage, le mentorat, les activités extracurriculaires, etc. Parce qu'on va toujours avoir une réponse à droite, à gauche qui va venir nous pousser plus loin ou plus proche de notre objectif. Plus loin de cette perspective, plus proche de notre perspective. Et donc voilà, avoir des objectifs, mais pour moi, c'est vraiment suivre son intuition lorsqu'il s'agit du plan pour les exécuter. Excellent, excellent. Lamia, c'est un peu particulier, je crois, parce que je vais juste parler un peu rapidement de ton parcours. Tu es née au Maroc, tu as fait des études au Maroc, tu es arrivée ici, tu as comme... il fallait que tu t'intègres à la société, on va dire, québécoise. Donc, c'est un processus un peu différent de la mienne. Est-ce que tu as trouvé des freins au début? Parce que là, je t'entends, mais vraiment, là, tu es comme osée, aller réseauter, aller... Oui, c'est ça, elle est inspirante quand même. Hein? Tu venais d'arriver du Maroc, à l'université, tu as commencé à réseauter. Est-ce que tu as des conseils à donner aux femmes, aux filles immigrantes qui arrivent? Tu sais, est-ce qu'il y a un truc de plus là, parce que là, tu es dans le risque, oser sortir de sa zone de confort. Mais alors, je vais être transparente. J'étais pas comme ça au début quand je venais d'arriver. Okay. J'étais pas vers le oser, de l'avant réseauter et tout. C'est sûr qu'il y avait un exercice d'adaptation que j'avais à faire dans les premières années. Et c'était pas évident parce que la culture canadienne ou québécoise est très différente de la culture marocaine. Et donc, il y a... Pour moi, c'était, pour certains, peut-être que c'était facile, des immigrants qui viennent de la même région que moi, mais pour moi, c'était un petit peu difficile de s'intégrer, de s'adapter ou juste de comprendre l'écosystème de cette société-là et puis qu'est-ce qu'il faut faire pour s'intégrer et pour s'adapter. Mais mon objectif était de s'intégrer. C'était pas de faire les choses de mon côté, c'était de faire partie de cette communauté, de cette belle communauté. Et honnêtement, la chose qui m'a le plus aidée, c'est ma mentor, Angela D'Angelo. C'était quelqu'un qui me poussait à réseauter, de sortir de ma zone de confort. Tout ce que je disais, c'était des conseils que j'ai reçus d'elle très tôt dans ma carrière, plus spécifiquement tout de suite à la fin de mon bac. J'ai intégré son équipe dans le cadre d'un stage au sein de la Financière Banque Nationale. Et elle a continué à me mentorer, à me coacher, à me pousser. C'est même, j'étais très hésitante lorsqu'il s'agissait de participer à des événements de réseautage. Je connaissais personne, je suis pas très extravertie de nature et donc ça allait contre ce que moi je suis. Mais j'ai pris ces conseils et puis j'allais de l'avant, je posais des questions, je suis sortie de ma coquille, de ma bulle et avec la pratique, ça devient de plus en plus facile. Et donc pour répondre à ta question de manière plus simple, c'est vraiment le fait d'avoir bénéficié d'une mentor. Donc là, on peut dire que, comme conclusion peut-être pour les filles, les femmes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que le mentorat quand même a joué un rôle très important et un rôle clé
dans votre début de carrière. Hein. Au début de carrière, là, de ce que j'entends, là, parce que c'est vraiment le mentorat qui vous a vraiment aidé au début de votre carrière. Oui. Alors, j'adore cette discussion avec vous, mais il faudra qu'on conclue notre discussion. Si vous avez à garder un seul outil dans votre coffre à outils pour démarrer votre carrière, ça sera quoi? Alors, on risque de me répéter. Ça serait le mentorat. Le mentorat. Ça serait d'avoir un mentor ou une mentor si nous avons cette possibilité-là. Puis si nous ne l'avons pas, nous pouvons toujours la créer. Si on connaît des gens autour de nous qui nous inspirent, qui peuvent nous donner des conseils de lesquels on pourrait bénéficier, on peut toujours directement poser la question à cette personne, est-ce que ça te dirait d'être mon mentor ou ma mentor pour telle raison. Et puis, il y a le programme de mentorat de la FFQ que nous venons de lancer. Pourquoi pas appliquer pour pouvoir bénéficier de mentors. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis de grandir à une vitesse que je ne croyais pas pouvoir le faire auparavant. Et donc, je souhaite je souhaite voir le même impact pour la jeune relève. Pour d'autres femmes également. Donc, le mentorat pour Lamia et pour toi, Julia? Moi, je pense que ça serait le réseau de contacts. D'aller, en fait, de se bâtir un réseau de contacts tant à l'interne dans notre organisation qu'à l'externe, que ce soit avec l'implication justement dans des associations ou n'importe quelle, en fait, opportunité qui s'offre à nous là, en dehors de l'organisation. Je pense que ça nous permet d'avoir... d'entendre parler, en fait, de certaines histoires qui sont inspirantes pour nous puis qui peuvent aussi nous motiver puis nous tirer vers le haut, en fait. Là. Fait que je pense que, pour moi... d'avoir un réseau de contacts qui est solide, c'est la base, en fait, de plusieurs activités. Fait que je pense que j'irai avec ça. Excellent, excellent. Donc, un grand merci à vous deux. J'ai passé vraiment un moment très, très agréable. Donc, merci pour vos conseils. Je crois qu'on en a donné pas mal aujourd'hui. Donc, un grand merci. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos carrières. Donc, ceci met fin au podcast de l'AFFQ sur les outils pour bien démarrer sa carrière avec Lamia Sanhaji et Julia Boivin d'Utile. J'ai eu le plaisir d'animer ce podcast. Je m'appelle Ilham Missaoui. Je suis directrice stabilité performance des canaux assistés chez Desjardins. Je fais aussi partie du conseil d'administration de l'AFFQ et également présidente de l'association Marketing Québec. Et également, j'ai le plaisir de faire partie du comité d'organisation de l'événement Les Talentueuses qui est organisé par l'AFFQ chaque année. Donc, vous avez assisté à notre podcast aujourd'hui. Restez à l'affût pour nos prochains podcasts. Les différents épisodes seront accessibles à partir du site web de l'AFFQ ou encore sur notre chaîne YouTube ou à partir de toutes les plateformes de diffusion de podcasts. Merci.